complice de ton projet de livre, mais surtout la fondatrice d'un programme qui s'appelle le programme Édito. Édito, ça l'enseigne de A à Z, étape par étape, un petit pas à la fois. Comment prendre notre rêve qui est dans notre tête, qui est d'écrire un livre, puis de le faire passer dans notre cœur. Tout ça pour être capable de le réaliser, de le matérialiser, de le concrétiser dans les faits. Puis de se lever un jour qui n'est pas si lointain que ça, puis d'avoir notre livre dans nos mains. Puis d'être capable d'en être fier, puis de vouloir le présenter au monde entier, tout simplement. Écoute, dans un premier temps, je tiens sincèrement à te remercier. Toi qui as osé sortir de ta zone de confort puis de laisser un commentaire en bas de la dernière vidéo. Juste le fait d'avoir sorti de ta zone de confort, d'avoir osé dire publiquement que tu avais un frein, que tu avais peut-être une croyance limitante qui t'empêchait de réussir, je suis certaine que ça t'a aidé pour être capable d'avancer. On dit souvent que lorsqu'on a dit publiquement c'était quoi notre frein, c'était quoi qui nous empêchait de réussir, que 50% du travail était fait. Donc, je voulais te remercier, mais je voulais te féliciter aussi, parce que tu as déjà 50% du travail qui est fait, puisque tu as osé le dire publiquement. Dans la même optique, aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question qui est fort simple, mais qui mérite vraiment mûre réflexion. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait ta vie d'auteur si tu n'avais pas toutes ces croyances limitantes-là qui étaient à l'intérieur de toi, si tu n'avais pas tous ces freins-là qui t'empêchaient d'avancer au quotidien? Ou mieux encore, est-ce que tu t'es déjà posé la question, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait, moi, ma vie d'auteur, si j'avais les bons outils, si je savais par où commencer dès le départ pour bien entamer mon projet d'écriture? Si tu t'es déjà posé ces questions-là, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Parce que dans le cadre de cette deuxième vidéo-là, je veux me déposer avec toi. Dans un premier temps, je veux te parler des 6 mythes qui entourent le domaine de l'écriture, le domaine du livre, le domaine de la littérature, qui sont complètement fausses. Ces mythes-là sont peut-être ancrés en toi, c'est peut-être des fausses croyances limitatives qui t'empêchent d'avancer au quotidien, qui t'empêchent de réaliser ton rêve. On va les amorcer, ces mythes-là, aujourd'hui. Je vais te dire ce qui est vrai, mais je vais te dire ce qui est complètement faux. Et j'espère que ça va t'aider, ça va te motiver, ça va te donner la petite tape dans le dos qui va t'aider à avancer. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais te donner 4 piliers. 4 piliers qui, selon moi, sont essentiels pour être capable de réussir ton projet d'écriture, ton projet de livre de la bonne façon dès le départ. Ces 4 piliers-là vont t'aider à bien commencer. Au lieu de te poser la question par où je dois commencer, maintenant tu vas le savoir par quoi tu dois commencer. Et j'espère encore une fois que ça va te donner un coup de pouce pour être capable d'enclencher le processus. C'est à ça que ça sert la vidéo d'aujourd'hui, à désamorcer ce qui est faux pour nous redonner confiance en nous, puis à utiliser les bonnes stratégies, les bons outils dès le départ pour bien commencer ton projet d'écriture tout simplement. Donc, le premier mythe qui entoure le domaine de la littérature, le domaine du livre, c'est un mythe qui me fait sourire à toutes les fois. On a l'impression que pour être auteur, on doit entamer des grosses études en littérature, puis qu'il faut être bon en français. C'est certain que si tu as des études en littérature, puis si tu es bon en français, c'est des qualités qui sont essentielles. C'est des choses qui vont t'aider, c'est des choses qui vont être un levier positif pour ta carrière. Mais tu n'as pas besoin de ça à la base pour être un auteur. Moi, je te le dis, dans mon cas, j'ai étudié 2 ans au cégep. En fait, j'ai étudié en arts et en lettres, profil interprétation. Tout ce qu'on m'a enseigné concernant la littérature, lorsque j'ai décidé d'écrire mes premiers livres, lorsque j'ai décidé d'écrire mes premières pièces de théâtre, je m'en suis pas servie. Si j'ai ouvert mes livres d'études 5 fois dans ma carrière, c'est beau. Donc, tu n'as pas besoin d'aller au cégep, à l'université en littérature pour être capable de réussir. Tu n'as même pas besoin d'être bon en français pour être capable d'écrire un livre. Pour écrire un livre, ça ne te prend pas des 100% dans tes notes de français depuis que tu es tout petit. Pour écrire un livre, tu dois t'entourer de personnes qui sont bons en français parce que tu es capable de déléguer. Tu es capable de trouver quelqu'un dans ton entourage qui va agir à titre bénévole, que ça va lui faire plaisir de te relire, que ça va lui faire plaisir de bonifier ton français en te donnant des trucs, des stratégies. Et cette personne-là, un peu comme un tuteur, à force d'être avec elle, à force d'utiliser ces stratégies, tu vas améliorer ton français d'une façon naturelle. Si tu n'as pas personne dans ton entourage qui est bon en français,
Tu es capable de pallier à ça en trouvant des logiciels. De nos jours, avec Internet, on est capable de trouver des logiciels qui vont nous aider à corriger nos fautes de français. C'est sûr que ça ne va pas faire tout le travail, mais ça va t'aider à améliorer ton français. Puis en tant qu'auteur, tu vas être souvent dans les mots, tu vas être souvent dans les phrases. Donc, à un moment donné, c'est normal, tu vas t'améliorer d'un livre à l'autre, d'un texte à l'autre, ton français. Et ça va t'aider à développer ton plein potentiel. Tu n'as pas besoin de titre non plus en littérature pour être capable de réussir. Mais par contre, ça va te prendre 2 belles qualités pour pallier à ça. De la motivation puis de la créativité, tout simplement. C'est ça qui va t'aider à réussir au quotidien si tu n'es pas une personne qui est douée en français et si tu n'as pas de titre en littérature à la base. Le 2e mythe qui entoure le domaine du livre, celui-là, il me fait beaucoup rire. C'est si tu n'es pas connu, tu ne seras pas publié. C'est certain que si tu es une personne qui est connue, si tu es une personne qui a déjà une notoriété, si tu es une personne qui a déjà une crédibilité, fine, c'est parfait. Mais c'est pas parce que tu n'es pas une personne qui est connue que tu ne seras pas publié. Moi, lorsque j'ai sorti mon premier livre, Chocolater votre vie de bonheur, je l'ai publié auprès d'une maison d'édition traditionnelle qui est Québec Livre. Si tu habites au Québec, tu le sais que Québec Livre, ça appartient à la grande famille de Québécois. J'ai pas besoin de te faire un dessin. Québécois, c'est une grande boîte au Québec. Si tu viens ailleurs de la francophonie mondiale, pour t'expliquer rapidement, Québécois, ça détient une grande part des marchés de la télévision traditionnelle. Ça détient une grande part des chaînes télévisées. Ça détient une grande part de nos journaux aussi, nos plus grands journaux, dont le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Et c'est très gros, c'est très prestigieux. Donc moi, Suzy Champagne, la jeune conférencière qui avait 2-3 ans d'expérience, mais qui n'était pas une conférencière à l'échelle internationale et qui n'était pas une conférencière qui ne vivait que de ses conférences, j'ai été capable d'être publiée auprès d'une grande maison d'édition. Et je connais beaucoup de conférenciers, beaucoup de personnes qui ont été capables d'être publiées auprès de plusieurs maisons d'édition, même s'ils n'étaient pas connus à la base. Donc, si tu es une personne célèbre, tant mieux, ça va augmenter ta notoriété, mais c'est pas parce que tu es une personne qui n'est pas connue que tu ne seras pas publiée. Parce qu'à la base, lorsqu'une maison d'édition reçoit un manuscrit, il l'achemine dans un comité de lecture. Puis ce comité de lecture-là, il va se concentrer sur qu'est-ce qui est écrit, sur le projet en soi. Et c'est à partir de ces critères-là qu'ils vont décider de publier une œuvre ou pas. Je connais aussi des gens qui sont très connus, qui ont proposé des projets de livres, qui ont été refusés dans les maisons d'édition par le comité de lecture. Donc, si tu es connu, tant mieux, mais ce n'est pas nécessairement parce que tu es connu que tu vas avoir réellement du succès dans le domaine du livre. Un 3e mythe qui entoure le domaine du livre, c'est lié à la fameuse librairie. On a l'impression qu'il faut absolument être en librairie pour avoir un best-seller. C'est certain qu'être en librairie, lorsqu'on est un jeune auteur, dans notre image mentale, ça nous donne du prestige. C'est certain que c'est agréable d'être avec une maison d'édition traditionnelle et de faire le tour des salons du livre. C'est vrai que c'est prestigieux, mais c'est pas parce que tu n'es pas en librairie que tu ne vas pas réussir à vendre un best-seller. De nos jours, avec la technologie, avec les médias sociaux, avec les moteurs de recherche sur Internet, avec des plateformes comme Amazon, comme Chapitre 1, on est capable de réussir à avoir un best-seller même si on n'est pas en librairie. Puis de toute façon, dis-toi que si tu es dans un réseau qui est non traditionnel et que ton livre se vend très bien, même si tu as décidé, toi, en tant qu'auteur, d'entamer l'autopublication, il y a tout de même une maison d'édition traditionnelle qui va te faire une proposition à un moment donné pour être en librairie. Parce qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils regardent, c'est le potentiel d'un livre, c'est le chiffre d'affaires. Donc, si tu cartonnes sur Internet, c'est certain qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va mettre la main sur ton livre et qui va décider de le publier dans les grandes librairies. Je pense à ça, je pense notamment au conférencier Daniel Blouin, qui est du Québec, qui a juste fait une carte de visite sur son site Internet, sur son blog, qui s'appelait Sortie de zone. À un moment donné, il y avait des contacts, puis il a passé à l'émission de Christine Michaud à la télévision. Et là, ça a créé un euphorie au Québec. Tout le monde voulait le livre Sortie de zone de Daniel Blouin. Et lui, il n'était pas en librairie, il n'était pas en bibliothèque. Donc, très rapidement, il y a une maison d'édition qui a mis la main sur ce livre-là et qui a fait en sorte que la mécanique, que la logistique qui engendre la sortie de livre en librairie, en bibliothèque, a été mise sur pied. Donc, rassure-toi tout de suite, c'est pas parce que tu n'es pas en librairie que tu n'es pas capable d'avoir un best-seller.
Au contraire, ça se peut que tu sois en librairie, puis ça se peut que tu n'aies pas un best-seller. Ça se peut qu'un an après, tu reçois une lettre de ta maison d'édition et que tu sois déçu de constater que tu as vendu juste 300 livres ou 400 livres. Donc, le fait d'être en librairie, ça a une notoriété, ça a un prestige, mais c'est pas parce que tu es en librairie que tu vas avoir nécessairement un best-seller. Très souvent, on a l'impression qu'il faut absolument que lorsqu'on est en librairie, en tant qu'auteur, on n'a plus rien à faire. C'est notre maison d'édition qui va s'occuper de nous. C'est notre maison d'édition qui va travailler d'arrache-pied pour être capable de nous faire en sorte qu'on va avoir un best-seller. Mais ça, c'est complètement faux de penser ça. Même si tu es en librairie, en tant qu'auteur, tu dois continuer à faire tes devoirs. Tu dois continuer à promouvoir ton produit sur le terrain. Tu dois continuer à faire des entrevues si tu en fais dans les médias. Tu dois continuer à parler de ton livre sur les médias sociaux. Et c'est ça qui va faire en sorte que les lecteurs idéaux vont aller en librairie pour acheter ton livre, tout simplement. Le quatrième mythe qui entoure le domaine du livre, c'est celui lié au fameux contact. On a l'impression que ça prend plein de contacts dès le départ pour être capable de réussir. On a l'impression que pour être capable de transpercer l'industrie, il faut être ami avec un directeur d'une maison d'édition traditionnelle. Il faut connaître quelqu'un dans la boîte. C'est certain que si tu connais quelqu'un qui est dans la boîte, si tu connais déjà des journalistes personnellement, si dans ta page LinkedIn, tu as déjà des recherchistes, si tu es déjà lié avec des gens de l'industrie, c'est parfait. Profites-en, le chemin va être un petit peu plus facile pour toi. Mais c'est pas parce que tu n'as pas les contacts dès le départ que tu ne vas pas réussir, par exemple. Moi, quand j'ai commencé, je n'en avais pas de contact. J'étais pas amie de M. Jacques Simard qui s'occupe de Québec Livre. J'avais pas 50 millions d'amis auteurs parce que je rentrais dans l'industrie. Donc, j'étais pas connue à l'époque. Et ça ne m'a pas empêché de réussir. Par contre, des contacts, c'est important de prendre conscience que c'est quelque chose qui est fort, que c'est un levier qui est puissant pour une carrière, que tu sois dans n'importe quel domaine. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir les contacts dès le départ. Par exemple, il va falloir que tu développes ton charisme, il va falloir que tu développes ton dynamisme, il va falloir que tu oses sortir de ta zone de confort si tu es une personne qui est timide, puis oser aller cogner aux portes. Lorsqu'on cogne aux portes pour commencer, ça paraît difficile, c'est stressant, c'est gênant, mais en bout de ligne, la personne qui nous répond, c'est un être humain aussi. Puis dis-toi que si tu oses aller vers les gens, si tu es une personne qui, pour toi, les relations humaines sont importantes, bien, le pire qui va t'arriver, c'est de recevoir un non. Mais si tu ne vas pas vers les gens, tu n'auras jamais ton oui qui va t'amener à un autre niveau. Aussi, lorsqu'on fait du réseautage, lorsqu'on rentre en contact avec des gens, ça nous permet d'agrandir notre réseau. Mais il ne faut pas oublier qu'une seule personne de plus dans notre réseau, on accède à son réseau aussi. Donc, c'est important de s'entourer de contacts au quotidien. Souvent, on a l'impression que la personne qui est devant nous dans un 5 à 7, qui n'est pas auteur, qui ne connaît aucun éditeur, aucune personne dans le domaine des médias, ne peut pas être un contact intéressant pour nous. Peut-être qu'elle ne peut pas emmener ta carrière à un autre niveau, mais elle a peut-être quelqu'un dans son réseau de contacts qui va t'amener à un autre niveau. Donc, c'est important, lorsqu'on parle de contact, c'est basé sur des relations humaines. C'est important de ne pas juger les gens en lien avec leur carrière, en lien avec leur profession, parce que ces gens-là, c'est des humains. Si ça clique en tant qu'être humain, s'il y a des affinités, même s'il n'y en a pas au niveau professionnel, ne les néglige pas. Ça va t'aider à amener ta carrière à un autre niveau. Et je veux juste émettre un petit bémol lorsque je parle de contact. Pour moi, c'est très important de faire la nuance. Avoir un nouveau contact, c'est pas juste de transmettre sa carte d'affaires à quelqu'un puis de recevoir une carte d'affaires en échange. Avoir un nouveau contact, c'est basé sur les relations humaines. La majorité de mes partenariats, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans que je prends un café au quotidien avec eux, que je prends le temps de prendre de leurs nouvelles, que je prends le temps de les aider au quotidien. Donc, un contact, c'est une relation qui se bâtit au quotidien et je pense que c'est une orientation qui n'est pas à négliger. C'est important de les appeler dans le temps des fêtes, de leur souhaiter une bonne année. C'est important de leur envoyer un petit courriel de temps en temps pour leur demander comment ça va en tant qu'être humain, puis comment ça va au niveau professionnel. Plus tu vas apporter des délicates attentions à ton entourage et à tes contacts, bien plus ils vont être enclins à te donner le même genre de délicate attention au quotidien. Et c'est comme ça que tu vas être capable de bâtir ton réseau de contacts de la bonne façon.
Le cinquième mythe qui entoure le domaine du livre, c'est le fameux mythe lié aux médias. On a l'impression que pour être capable, que la seule chose à faire pour avoir un livre à succès, c'est de se prévoir une tournée médiatique. C'est d'envoyer des communiqués de presse dans les grands journaux prestigieux. C'est d'être capable d'être vu à la télévision dans les plus grandes chaînes télévisées. C'est d'être capable de faire une tournée dans toutes les grandes radios de ton coin. C'est complètement faux de croire que pour être capable d'avoir un livre à succès, il faut absolument être en lien direct avec les médias traditionnels. De nos jours, avec Internet, encore une fois, on est capable de mettre sur pied une stratégie marketing qui va être gagnante, autant pour toi que pour les gens qui t'entourent. Le fait de passer à la télévision, le fait de passer dans les gros journaux, c'est certain que ça nous donne une visibilité supplémentaire à ton produit. C'est certain que grâce à ça, il y a des gens qui vont se rendre à la librairie pour acheter ton livre. Mais c'est pas parce que tu n'as pas accès à ça que tu n'es pas capable de réussir. Parce que les médias, c'est une partie de ta stratégie marketing, c'est pas la totalité. De nos jours, avec YouTube, avec Facebook, avec LinkedIn, tu es capable de mettre sur pied des stratégies marketing qui sont peu coûteuses, qui vont te permettre d'avoir un auditoire qui va être pointu, qui va être sélectionné et ça va te permettre ça aussi d'avoir des ventes en bout de ligne. On oublie très souvent aussi les médias qui sont communautaires, les radios communautaires, les blogs qui sont sur Internet qui parlent peut-être de ton sujet que tu veux exploiter, les télévisions communautaires, les journaux locaux. On oublie très souvent de cogner à ces portes-là, mais eux autres sont enclins à recevoir un nouvel auteur. Eux autres sont enclins, c'est dans leur mission profonde de parler de leur localité. Donc, c'est certain que ces médias-là vont être plus enclins à parler de toi que le grand journal prestigieux ou la grande chaîne télévisée. Et soit dit en passant, une stratégie marketing, je vais en parler dans d'autres vidéos, mais c'est quelque chose qui se bâtit bien avant le lancement de ton livre. Donc, une stratégie marketing, il y a une partie qui s'adresse aux médias, mais il y a une autre partie aussi qui est plus terrain. Il y a une partie qui est plus Internet. Donc, une stratégie marketing, c'est un tout. Et les médias font partie du tout, mais les médias ne sont pas la seule et unique solution. Le sixième mythe qui entoure le domaine du livre, c'est celui lié à l'édition. On a l'impression qu'ouvrir une maison d'édition, c'est compliqué. En fait, les maisons d'édition traditionnelles font en sorte que ça nous paraisse compliqué, justement pour attirer les auteurs à faire affaire avec eux. C'est certain, je vais en parler dans une autre vidéo, mais c'est certain que le domaine du livre, c'est une grosse machine. Malheureusement, c'est l'auteur qui a le moins grande chance de possibilités. C'est lui qui fait le moins de profit. C'est une grosse machine, le domaine du livre. Et les maisons d'édition traditionnelles veulent que les auteurs passent par eux. Donc, ils s'arrangent pour ancrer ça en nous, de dire « c'est compliqué d'ouvrir une maison d'édition, tu dois absolument passer par nous. L'autopublication, c'est mal vu, c'est pas bon, tu ne seras pas en librairie, tu ne réussiras pas en tant qu'auteur si tu n'es pas accepté par nous. » Donc, résultat, tu fais imprimer une vingtaine de manuscrits, tu t'envoies par la poste et tu attends des réponses des comités de lecture, que ça prend plusieurs mois à rentrer. Donc, ouvrir une maison d'édition à la base, c'est pas compliqué, c'est même très facile. Au Québec, lorsque j'ai décidé d'ouvrir ma maison d'édition, j'ai fait quelques petites étapes très simples qui m'ont pris environ 2 jours. La première étape, ça a été d'ouvrir mon nom légalement au registre des entreprises du Québec. Donc, ça m'a coûté environ 40 $ et j'ai ouvert l'entreprise Escapade Répi Bonheur, qui est une maison d'édition. Ensuite, j'ai contacté la Bibliothèque et Archives du Québec et du Canada pour prendre des informations au niveau du catalogage, au niveau des ISBN, au niveau du dépôt légal. Et gratuitement, une dame en 20 minutes m'a expliqué comment ça fonctionnait tout simplement. Et ensuite, je me suis informée au niveau des subventions. Parce que si toi, tu décides d'ouvrir une maison d'édition au lieu de faire l'autopublication, tu peux avoir accès à des subventions à moyen et long terme. Pas dès le départ, mais à moyen et long terme, tu peux avoir des subventions qui vont te permettre de payer notamment les frais d'imprimerie, les frais de graphiste, les frais de correcteur que tu vas mettre sur pied pour être capable de produire le produit fini des auteurs que tu vas promouvoir ou de tes propres livres, tout simplement. Au Québec, le problème, c'est pas l'édition, c'est la distribution, c'est la diffusion. C'est quoi un diffuseur-distributeur? C'est tout simplement une personne qui va garder dans un entrepôt tes livres,
qui va veiller à les distribuer dans les librairies, dans les principaux points de vente traditionnels. C'est ça un distributeur. Souvent, il y a un deuxième job, ce distributeur-là. C'est lui qui va s'occuper de diffuser ton livre, de le mettre dans un catalogue puis de le présenter aux librairies. Le problème au Québec, c'est pas d'ouvrir une maison d'édition. Il y en a des dizaines qui s'ouvrent par semaine. C'est la diffusion. Parce qu'au Québec, il y a 3, 4, puis peut-être juste 5 grosses boîtes de diffusion qui s'accaparent la part du marché. Mais encore une fois, si tu as compris que c'est pas parce que tu es en librairie que tu vas avoir un best-seller et c'est pas parce que tu n'es pas en librairie que tu ne seras pas capable de réussir, bien, dis-toi que ça peut être intéressant d'être avec une maison d'édition traditionnelle. Je ne nierai jamais ça. Mais qu'il existe d'autres alternatives, dont l'autopublication ou d'ouvrir ta propre maison d'édition, qui peuvent être des plans B hyper intéressants pour être capable de réussir, tout simplement. Donc, la première partie de la vidéo étant complétée, j'ai envie de me déposer avec toi pour te donner 4 piliers essentiels qui, pour moi, sont fondamentaux lorsqu'on veut réussir à partir d'un projet d'écriture, un projet de livre de la bonne façon dès le départ. Le premier pilier, on oublie souvent de se poser la question, mais c'est la première chose qu'il faut faire avant même de commencer à écrire. Est-ce que tu t'es déjà posé la question « Pourquoi est-ce que je veux écrire? » Pour moi, c'est le pilier le plus important. Si tu rêves d'écrire un livre, mais que tu ne sais pas pourquoi tu veux écrire, à un moment donné, tu vas manquer de motivation. À un moment donné, tu vas prendre ton manuscrit qui n'est pas achevé et tu vas le jeter dans la récupération. Pourquoi est-ce que tu veux écrire? Il existe différentes raisons pourquoi écrire. On peut vouloir écrire pour augmenter notre notoriété si on est une personne qui est conférencière, si on est une personne qui est un personnage public. On peut vouloir écrire tout simplement pour libérer notre créativité. Moi, je suis une personne qui est une bébite à créativité, une bébite à idées, et j'ai besoin d'écrire au quotidien pour libérer ce trop-plein-là de créativité, puis pour focusser après ça sur d'autres choses. Pour moi, ça fait partie de moi. Il y en a qui décident d'écrire aussi uniquement par passion, parce que c'est en eux, puis ils ont besoin d'écrire, c'est une passion pour eux. Il y en a d'autres, pourquoi écrire, c'est pour transmettre une information, c'est pour transmettre, léguer quelque chose. Une personne âgée qui arrive à la retraite, qui veut léguer à ses petits-enfants quelque chose, bien, c'est ça sa raison pourquoi écrire. Donc, dans la question pourquoi écrire, il se cache une raison d'être. Pose-toi la question si tu as le rêve en toi, si tu as la flamme dans les yeux, si c'est ancré dans ton cœur, ton rêve de vouloir écrire, pourquoi est-ce que tu veux écrire? À partir de maintenant, pourquoi est-ce que toi, en tant qu'être humain, tu as envie de mettre 1 heure, 2 heures, 5 heures, 10 heures, 20 heures, 40 heures par semaine à l'écriture d'un livre? D'après moi, c'est le pilier le plus important. Pourquoi écrire? Si tu ne le sais pas, commence pas ton projet d'écriture. Installe-toi dans une pièce seule avec toi-même, avec une petite musique d'ambiance, puis pose-toi la question « Pourquoi je veux écrire? » Prends du temps, prends 1 heure, 15 minutes, 2 heures, 1 semaine. Pose-toi sincèrement la question « Pourquoi écrire? » Pas juste parce que Suzy me l'a demandé, mais fais-le avec ton cœur. Une fois que tu vas avoir trouvé ta raison d'être en tant qu'auteur, moi je te le garantis, ça va aller mieux. Tu vas être capable d'écrire. Le temps va passer vite, tu vas dire « je m'assois pour 30 minutes d'écriture », finalement tu vas te ramasser, il va être 2 heures du matin, tu vas être encore en train d'écrire. Ça va être à l'intérieur de toi, ça va brûler et tu ne seras pas capable de t'arrêter. Donc, quand on sait notre raison d'être en tant qu'auteur, quand on sait notre pourquoi, quand on sait le pourquoi on fait ça, même si on passe de nombreuses heures à monter notre projet, ça ne nous dérange pas. Même si on reçoit un refus d'une maison d'édition traditionnelle, on trouve un plan B beaucoup plus facilement parce qu'on sait pourquoi qu'on le fait. On le fait parce que écrire, c'est notre raison d'être. On le fait parce qu'on sait que le livre va augmenter notre notoriété. Ou on le fait parce qu'on sait que c'est en nous et qu'on le fait par passion, que c'est un passe-temps qui nous fait du bien. Ou on le fait parce qu'on sait qu'une fois qu'on a tout jeté sur papier, notre créativité, elle a été assouvie puis on est capable de passer à autre chose dans notre quotidien. Ou tout simplement, on le sait qu'on le fait parce qu'on est en train de transmettre quelque chose qui est important à notre lecteur. Que ce soit la transmission de notre vie à nos petits-enfants,
que ce soit la transmission d'un sujet qui nous tient à cœur ou la transmission d'une histoire exceptionnelle qui va faire une différence dans la vie de notre auteur, parce que c'est une histoire qui va l'amener à un autre niveau puis qui va lui permettre de vivre une petite escapade au quotidien, c'est parfait. Donc, selon moi, c'est le premier levier qui est important. Pourquoi écrire? Pose-toi la question avant de commencer et ça va te permettre d'éviter de perdre du temps en bout de ligne puis de te rendre compte que tu as un rêve d'écrire mais que finalement tu ne veux pas écrire puis que tu prennes ton manuscrit qui n'est pas achevé puis que tu le jettes à la récupération tout simplement. Le deuxième pilier qui pour moi est fondamental, c'est de se poser la question dans quel lieu j'ai envie d'écrire. C'est bien beau de vouloir écrire, mais si tu écris dans une pièce qui est sombre, qui n'a pas de lumière, dans un silence complet, où est-ce que les murs sont blancs, puis où est-ce qu'il n'y a pas de fenêtre, comment est-ce que tu vas trouver l'inspiration au quotidien d'être dans cette pièce-là, encabanée en 4 murs pendant des heures dans ta semaine? Comment est-ce que tu veux que ce soit agréable d'écrire et de bâtir un projet de livre si le lieu physique dans lequel tu n'es pas bien? Moi, je te le garantis, avant même de commencer à écrire, ce serait peut-être intéressant de t'aménager ton petit havre de paix dans ta maison. Tu n'as pas besoin d'avoir un grand sous-sol, tu n'as pas besoin d'avoir un salon énorme qui va te permettre d'avoir de l'inspiration. Ça peut être dans ta cuisine que tu décides d'écrire, mais il faut que tu aies un endroit à toi qui t'appartient dans ton moment d'écriture. Un endroit dans lequel tu es bien, un endroit dans lequel tu te sens zen, un endroit dans lequel tu te sens en sécurité. C'est important. Donc, avant même de décider d'écrire ton livre, avant même de décider d'entamer ton projet de livre, trouve-toi un lieu, aménage-le à ton image. Peinture-le si tu veux le peinturer, ce lieu-là. Fais comme moi, mets des rideaux de couleur que t'aimes. Trouve des cadres qui sont inspirants. Moi, dans mon bureau d'écriture, j'ai des beaux cadres du Sud. Donc, lorsque je lève mes yeux, j'ai l'impression d'être dans le Sud. Amène-toi une radio, télécharge des musiques qui t'inspirent. Ça peut être des musiques douces, ça peut être des musiques inspirantes qui attirent le positif. Ça peut être des musiques énergiques, ça peut être le style de musique que tu veux, mais englobe-toi d'une atmosphère, d'une ambiance. Plus tu vas être bien dans ton lieu physique d'écriture, plus tu vas être capable d'écrire facilement. Moins tu vas faire face au syndrome de la page blanche. Plus ça va te tenter de tout fermer puis d'y aller. Ça peut être intéressant le silence, mais ça peut être intéressant dans ton silence d'entendre des oiseaux aussi, donc d'avoir une fenêtre. Lorsqu'on écrit, on n'est pas juste dans notre tête, on est en interaction avec le milieu dans lequel qui nous entoure et ça, c'est important d'en prendre conscience. Donc oui, tu as un lieu physique qui est ton lieu de base d'écriture, mais je t'invite dès maintenant à poser la question. Dans ma région, dans mon quartier, c'est quoi les 2, 3, 4 cafés, les 2, 3, 4 parcs, les 2, 3, 4 bouts de forêt dans lesquels je peux apporter mon carnet, mon crayon puis de griffonner? Des fois, ça fait du bien de sortir de chez nous pour écrire. Moi, très souvent, lorsque j'ai besoin d'inspiration, j'emmène mon portable, je m'en vais dans un café. Et dans ce café-là, je me sens bien. Il y en a qui vont dire, Suzy, je ne suis pas capable d'écrire dans un café, il y a trop de bruit. Mais moi, au contraire, ça m'aide. Lorsque je manque d'inspiration, je regarde le monsieur qui est à ma gauche, qui prend son café, qui griffonne des notes. Je regarde le petit couple qui est en côté, qui se regarde tendrement avec amour. Et ça m'inspire pour bâtir mes personnages. Donc, ce pilier-là est encore important autant que le premier. Aménage ton lieu physique. Trouve-toi des backups, trouve-toi des lieux secondaires. Et ça va t'aider un pas à la fois, encore une fois, à bâtir puis à bien démarrer ton projet d'écriture de la bonne façon. Le troisième pilier, c'est une équation. Moi, cette équation-là, je l'appelle la clé du succès pour avoir un livre qui est vendable. Très souvent, on a l'impression que pour avoir un livre, c'est juste de le bâtir. Pour être capable de mener à bien un projet de livre, ça prend 3 composantes. Ça prend un auteur qui est passionné, qui est dévoué, qui va donner son 110%. Ça, c'est la première composante. C'est sûr que ça prend un livre qui est de qualité, ça prend un produit qui est fini, qui est agréable à regarder, qui a un titre accrocheur, qui a une 4e de couverture qui est représentative de l'œuvre. Mais pour qu'un livre soit vendable aussi, ça prend une 3e composante qu'on oublie de comprendre dès le départ. Ça prend un lecteur.
Pour qu'un livre soit vendable, pour qu'un livre soit un succès, pour avoir un best-seller, ça prend un lecteur en bout de ligne. Ce lecteur-là, s'il n'aime pas ton produit, puis s'il ne comprend pas qu'est-ce que tu veux dire en tant qu'auteur, il n'achètera jamais ton livre. On oublie souvent lorsqu'on est un jeune auteur qui commence d'avoir en tête cette variante-là. On écrit un manuscrit, on l'imprime, on l'envoie dans des maisons d'édition. Puis là, à un moment donné, on commence à recevoir des refus, puis on se pose la question, mais pourquoi je suis refusée? Mon histoire, je l'aime. Mais oui, il faut que tu aimes ton histoire, parce que c'est toi qui vas la bâtir, ton histoire. Mais ça prend plus que ça pour être capable d'avoir un livre qui est vendable. Ça prend un lecteur qui va décider de l'acheter, puis qui va l'aimer, ton histoire aussi. Donc, dès le départ, si tu comprends ces trois composantes-là, si tu travailles en synergie avec ces trois composantes-là, tu as plus de chances d'être capable de mener à bien ton projet de livre. Donc, dès le départ, tu dois devenir un auteur dévoué, tu dois devenir un auteur passionné, tu dois devenir un auteur qui se lève le matin et qui est heureux de faire ce qu'il fait. Ça va paraître dans ton style d'écriture, ça va paraître sur les médias sociaux, ça va paraître dans la stratégie marketing que tu vas mettre sur pied, ça va faire en sorte que les gens vont être attirés vers toi. Tu dois devenir une personne charismatique, non seulement dans ta personnalité, mais aussi dans la façon que tu écris. Et ça va se transpercer aux yeux de ton lecteur idéal. La deuxième composante, c'est le produit. Tu dois t'entourer des bonnes personnes pour être capable de monter un produit de qualité. Un produit de qualité qui va être concurrençable aux grandes maisons d'édition traditionnelles si tu passes par un chemin différent. Ou un produit de qualité que la maison d'édition traditionnelle à laquelle tu cognes à la porte va accepter. Et la troisième composante, c'est de te mettre dans les bottines de ton lecteur. Dès le départ, avant même de commencer à écrire ton premier chapitre, pose-toi la question, c'est qui mon lecteur idéal? Pas juste il y a quelle couleur de peau, il y a quel âge, c'est quoi son chiffre d'affaires dans son compte bancaire, là, ça va plus loin que ça. Ton lecteur idéal, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être les deux. Mais ton lecteur idéal, ne l'oublie jamais, ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde. Ton lecteur idéal a des émotions, peut acheter ton livre pour avoir un certain bénéfice. Ça peut être pour se distraire, ça peut être pour être inspiré, ça peut être pour apprendre quelque chose. C'est pas important. Mais ton lecteur idéal achète ton livre pour une raison. Et tu dois découvrir cette raison-là avant même de commencer à acheter sur écrit plein de choses. Parce que la combinaison de ces trois composantes-là, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas avoir un produit qui va être vendable. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, avant même de commencer à écrire, si tu connais ton thème, si tu sais un peu ça va être quoi le style d'écriture que tu vas mettre sur pied, ça va être quoi l'histoire de ton roman ou de ton conte inspirationnel, ou bien ça va être quoi les exemples et les exercices que tu vas donner dans ton thème qui est plus au niveau du développement personnel, prends quelques minutes, prends quelques heures, dépose-toi et jette sur papier en posant la question, c'est quoi mon lecteur idéal? Mets-toi dans ses souliers, essaye de voir la vie avec ses yeux et marque d'une façon très spontanée qu'est-ce qui découle de ça. Et ça va t'aider à le comprendre, ce lecteur idéal-là. Et lorsque tu vas bâtir ton histoire, quand tu ne seras pas sûr de telle phrase ou de tel bout ou de telle péripétie, tu vas te poser la question, est-ce que mon lecteur idéal va apprécier ce bout-là? Est-ce que mon lecteur idéal comprend ce que je veux dire? Est-ce que mon lecteur idéal, je l'amène à un autre niveau dans l'intrigue lorsque je marque ça sur papier? Plus tu vas connaître ton lecteur idéal dès le départ, plus tu vas te mettre dans ses bottines, plus ça va être facile par la suite de faire l'exercice. Donc ça, c'est un levier qui est fondamental de comprendre l'équation du succès parce que c'est comme ça que je l'appelle. Pour avoir un livre à succès, ça prend trois choses. Ça prend un auteur qui est dévoué, un produit de qualité et un lecteur qui est idéal, qu'on comprend et qu'on connaît. Le quatrième pilier, pour moi, est fondamental aussi. Dans tout projet, il y a un début et une fin. C'est important dès le départ, avant de partir dans une euphorie, avant d'être excité, puis d'être motivé, puis de dire « je me lance, je m'en vais dans l'action go », c'est important de réfléchir à ça. Moi, en tant qu'être humain, c'est quoi la date de départ à laquelle je vais entamer mon projet? C'est quoi mon jour 1? Et c'est à quelle date aussi que je veux tenir mon livre dans mes mains, dans un monde idéal? Mais dans une planification logistique, je vais en parler dans d'autres vidéos, mais dans une planification logistique, il arrive toutes sortes d'imprévus.
Ça fait en sorte que la date souhaitée est souvent retardée. Donc, dès le départ, à partir de maintenant, je t'invite à te poser la question. C'est quoi la date à laquelle je veux commencer mon projet? C'est un engagement. Tu la marques sur papier et cette date-là, tu ne déroges pas. C'est la date à laquelle tu commences ton projet. C'est un engagement que tu prends envers toi et envers ton rêve. Mais pose-toi dans un deuxième temps la question. C'est quoi la date à laquelle je veux tenir mon livre dans les mains dans un monde idéal? Cette date-là, essaie d'être réaliste, mais vas-y avant tout avec ton cœur. Et là, à partir de là, ça va te permettre de dire, OK, le début c'est telle date, la fin c'est telle date, et de te poser la question, est-ce que c'est réaliste? Avec ton travail, avec les enfants, avec toutes les occupations de ton quotidien, est-ce que c'est réaliste de tenir mon livre dans mes mains à cette date-là? C'est certain que tu vas tout faire pour être capable de respecter cette date-là, mais garde-toi une latitude parce que tu sais déjà que tu vas faire face à des imprévus. Cette latitude-là prévoit une troisième date qui est un peu plus loin de dire dans un monde idéal, je veux que ce soit sorti à telle date. Mais ça n'arrivera peut-être pas, donc c'est à telle date que je vais le sortir tout simplement. Dans ce pilier-là, je veux juste te parler rapidement de l'escalier du succès. Je vais y revenir dans une autre vidéo, mais pour moi, c'est important de te l'expliquer dès le départ parce que ça va t'aider à faire l'exercice que je viens de te proposer en lien avec les dates de ton projet de livre. Dans la vie, on a deux façons d'accéder au succès. On peut prendre l'escalier du succès ou on peut prendre l'ascenseur du succès. Si on décide de prendre l'ascenseur du succès, on va arriver au sommet beaucoup plus rapidement. On va gravir les échelons très vite. On va passer les étapes très rapidement. Sauf qu'on sera, lorsqu'on va arriver avec l'ascenseur du succès en haut du sommet, on ne sera peut-être pas capable de savourer notre succès pleinement parce qu'on va être épuisé. Parce qu'on va avoir pris des choix là, pour gravir nos étages plus rapidement, on va avoir pris des choix difficiles. On va peut-être avoir mis des gens de côté qu'on aime pour être capable de réussir plus rapidement. On va peut-être avoir saisi plein d'opportunités qui finalement on va le regretter. Donc quand on prend l'ascenseur du succès, on arrive plus rapidement à bon port, mais on est épuisé. Et très souvent, on est toute seule pour savourer notre succès parce qu'on a laissé tomber tout notre monde en cours de route. Puis très souvent, on arrive au succès puis on a des regrets aussi. Parce qu'on a peut-être saisi des opportunités sur un coup de tête, on les a peut-être pas analysées comme il faut, puis on est peut-être pris avec des contrats puis des partenariats qui ne nous conviennent pas nécessairement. La deuxième façon d'accéder au succès, c'est ce que moi j'appelle l'escalier du succès. L'escalier du succès, ça commence le jour 1. Ça commence la journée que tu as pris un engagement vers toi-même de commencer ton projet de livre. L'escalier du succès, là, ça a une date qui est plus loin dans le temps pour arriver au sommet. Mais l'escalier du succès, tu montes chaque étape un pas à la fois. Tu gravis un escalier à la fois. Puis quand tu tombes d'un escalier parce que tu as fait une fausse manœuvre, que tu as fait une erreur en cours de route, tu te retrousses les manches, puis tu recommences, puis tu la remontes, la marche que tu viens de chuter. C'est ça pour moi l'escalier du succès. L'escalier du succès pour moi, c'est d'être réaliste. C'est de comprendre qu'on a une vie professionnelle, qu'on a une vie d'auteur, mais c'est de comprendre qu'on a une vie personnelle aussi. Qu'on est peut-être maman d'enfants qu'on aime, qu'on est peut-être un conjoint, une conjointe d'une personne qui nous est chère, qu'on a une famille, qu'on est peut-être proche aidant d'une personne qu'on adore qui est en fin de vie. Et cette vie personnelle-là, on ne la met pas de côté pour arriver au sommet du succès plus vite. Cette vie-là, on l'amène avec nous dans notre succès. On embarque les gens qu'on aime avec nous quand on prend l'escalier du succès. On monte nos marches. Puis quand on est découragé, là, ben c'est eux autres qui nous ramassent souvent la petite cuillère. C'est eux autres qui nous redonnent la motivation au quotidien pour avancer. Quand on prend l'escalier du succès, ça prend peut-être 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois de plus pour être capable de réaliser notre rêve, pour être capable d'avoir notre livre dans nos mains. Mais à notre lancement, ces gens-là sont là. Ces gens-là nous applaudissent. Ces gens-là achètent notre livre. Ces gens-là parlent de notre livre. Ces gens-là propulsent le bouche à oreille, c'est nos ambassadeurs. On est au sommet du succès, comme si on avait pris l'ascenseur du succès. On a travaillé notre patience parce que ça nous a peut-être pris 2, 3 puis 4 mois de plus pour avoir notre livre dans nos mains.
mais on n'est pas toute seule pour le savourer. Puis parce qu'on a pris notre temps, la journée de notre lancement, on est zen, on est calme, on peut en profiter pleinement. C'est ça pour moi, prendre l'escalier du succès au lieu de prendre l'ascenseur du succès. Donc je sais que ton temps est précieux. Je sais que la vidéo a peut-être été un peu longue. Je te remercie d'être encore avec moi. Pour moi, c'est important de te transmettre ces piliers-là. Pour moi, c'est important de reparler de ces mythes-là. Parce que cette vidéo-là peut être un tremplin vraiment fort pour ta carrière. Ça peut t'aider à démarrer ton projet de livre de la bonne façon. Puis ça peut t'aider si tu le fais dès maintenant de la bonne façon, là, en aménageant ton lieu, en pensant aux piliers que je t'ai parlé, en disant, il y a ces mythes-là, mais j'ai une tape dans le dos, je fonce quand même, je passe à l'action, là. Mais ça peut t'aider à économiser beaucoup de temps en bout de ligne que tu vas perdre si tu ne mets pas sur papier, puis si tu ne mets pas en place tout de suite les éléments fondamentaux qui vont te permettre de réussir plus loin. Donc, en bas de la vidéo, il y a une zone de commentaires. Je t'invite à te poser la question tout simplement, c'est quoi que je retiens de la vidéo de Suzy? Et de le laisser en bas. Le fait que toi, tu oses le faire, il y en a d'autres qui vont le faire. Et le fait de lire ces commentaires-là, ça va te permettre de vivre un certain résumé de la vidéo que tu viens d'écouter. Donc, c'est quoi que je retiens de la vidéo? Et aussi, ça serait peut-être intéressant que tu la mettes en bas la date à laquelle tu commences ton projet de livre. Juste le fait de le marquer, c'est un engagement que tu prends envers toi-même. Et juste le fait de l'avoir dit publiquement, ça va t'aider à avancer, ça je te le garantis. J'ai envie de t'offrir un petit cadeau aussi pour te remercier d'avoir écouté ma vidéo. En bas de la vidéo, il y a un PDF. Moi, je l'appelle le PDF du départ. Je vais t'inviter à t'installer justement dans le lieu physique dans lequel que tu veux te sentir bien. Puis fais le test. Écris d'une façon spontanée, connecte-toi à ton cœur et fais le test, puis réponds aux questions au meilleur de ta connaissance. Et ça va t'aider encore une fois à avoir un aide-mémoire pour démarrer de la bonne façon. Donc, je te remercie beaucoup et à bientôt.